À l'époque, 2019, j'arrive, la situation est franchement catastrophique financièrement parlant. Je vais voir la banque de l'époque, je leur demande un financement. Eux m'autorisent un découvert autorisé de 1 500 €. 1 500 €, ça me payait même pas un mentor. C'est vrai qu'il y a encore un vrai travail de pédagogie. Déjà, il y a le boulot de bien faire comprendre ce que c'est qu'un DAF. Parce qu'en vrai, beaucoup juste ne comprennent pas ce que c'est que le job de DAF. Si je suis CEO d'une PME qui pourrait avoir besoin d'un DAF, concrètement, il faut que je m'attende à devoir débourser combien ? Aujourd'hui, oui, si tu veux recruter quelqu'un en 5 ans d'XP, je dirais entre 60 et 80, en fonction du profil, en fonction de ta solidité financière. Chez Live Mentor, j'ai voulu tout internaliser. Je trouve que la valeur pour chaque membre de l'équipe est complètement différente. L'engagement aussi dans tes missions est complètement différent. Et ouais, ça responsabilise à fond. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils pratiques et de stratégies actionnables pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un podcast que j'ai pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel j'aborderai avec mes invités tous ces sujets de gestion financière dans les PME, sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, je suis cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de gestion de trésorerie pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance. J'étais précisément banquier d'affaires chez HSBC. Je travaillais dans les équipes M&A à Paris pendant 3 ans. Et donc j'ai toujours baigné dans ce secteur de la finance d'une part, l'entrepreneuriat d'autre part. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lancer le Nerf de la Guerre pour pouvoir échanger avec le plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir au quotidien avec des dirigeants sur leurs problématiques de gestion financière. Comme d'habitude, avant de commencer l'épisode, je vous demande juste un tout petit service. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir et surtout ça nous aide énormément à faire connaître le contenu qui est encore tout jeune. Allez, sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Mehdi Saoud, DAF de la belle scale-up Live Mentor et aussi cofondateur du cabinet de DAF externalisé Ecomind. Hello Mehdi. Salut François. Merci Mehdi d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Ça faisait longtemps qu'on voulait tourner cet épisode ensemble. Bah écoute, avec grand plaisir. Pour commencer, très simplement, je vais te demander de te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours qui t'a emmené jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Carrément. Bah écoute, avec grand plaisir. En tout cas, encore une fois, merci de m'accueillir dans ton podcast. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Mehdi Saoud. J'ai aujourd'hui 36 ans, bientôt 37 ans, et je suis directeur administratif et financier, donc DAF, avec une double casquette. Donc je suis DAF chez Live Mentor. Live Mentor, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme de formation, une école pour entrepreneurs. On est l'école numéro 1 en France pour la formation au cœur de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, j'ai une double casquette où j'ai cofondé Ecomind DAF, qui est une agence de direction financière externalisée. Ok, trop bien. Avant de devenir DAF de Live Mentor et en parallèle de monter Ecomind, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené là, ce que tu as fait au niveau études, et je ne sais pas si tu as eu des expériences préalables avant tout ça. Oui, bien sûr. Bon, je reviens du coup un peu sur mon parcours. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, je voulais être médecin. Okay. Vraiment à la base, je voulais être médecin. C'est pas du storytelling, c'est vrai. Enfin, j'ai toujours voulu être médecin quand j'étais avant d'être étudiant, vraiment à l'école et au collège. Le problème, c'est que j'ai un truc, c'est que j'ai vraiment la phobie du sang. Okay. Clairement, voilà, j'ai la phobie du sang. Et donc, du coup, mon père, à l'époque, m'a tout de suite dit, écoute, Mehdi, tu ne seras pas médecin pour les gens, mais tu seras médecin des entreprises. Okay. Voilà. Quelque chose que je répète assez souvent, mais qui, je trouve, aujourd'hui, est vraiment parlant. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, médecin des entreprises, en vrai, ça ne me parlait pas du tout, mais j'ai compris, ou du moins, mon père m'a subtilement fait comprendre à l'époque que médecin des entreprises, j'allais plutôt m'orienter vers les métiers du chiffre et, à l'époque, vers les métiers de l'expertise comptable. Je reviendrai justement un peu après. Pourquoi ? Du coup, au final, spoiler alert, je ne suis pas expert comptable, mais je suis plutôt DAF. Ouais. Donc voilà, au final, j'ai tout de suite su que je voulais être médecin des entreprises. Donc après, au collège, fin du collège et lycée, je me suis orienté un peu vers les chiffres, vers l'économie. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle une classe préparatoire aux écoles de commerce ou aux grandes écoles de commerce, je ne me souviens plus. Et bon, j'ai jamais été un élève très studieux, on va dire. Donc, en prépa, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, vu que je voulais aller vers les métiers du chiffre, je savais, peut-être à tort ou je ne sais pas, mais en tout cas, à l'époque, je voulais aller vers une école de commerce. Une école de commerce, ça se finance. Donc, à côté de la classe préparatoire, je travaillais. Je travaillais à côté pour financer ou préfinancer justement cette école de commerce qui allait arriver.
Ok. Sauf que, bon, bah, tu te doutes, hein, une classe prépa, ça prend du temps. Ouais. Un boulot à côté, ça prend du temps. En fait, je faisais quoi? J'étais assistant comptable, assistant contrôleur de gestion Ok. dans une toute petite PME par chez moi. Je viens de Nancy. C'était une PME qui fait de l'import-export de fruits et légumes, et particulièrement de Mirabelle, le fruit emblématique de Lorraine. Et voilà, j'étais assistant comptable. J'essayais un peu de toucher un peu à tout sur la comptabilité. Je me formais auprès du comptable de l'époque. J'essayais de faire un peu d'analyse, de contrôle de gestion, etc. Ça me permettait de mettre tout de suite les mains dans le domaine du chiffre. Deux, ça me permettait d'avoir un petit salaire pour préfinancer cette école de commerce. Bon, tu te doutes, la classe préparatoire, du coup, c'est pas bien passé. Je me suis fait virer. Voilà, tout simplement. J'ai aucune honte à le dire. Et du coup, après, j'ai continué à la fac, à l'université d'économie, où là, justement, j'ai pu faire 2 ans là-bas et travailler à temps plein, et c'était parfait pour moi. Donc ça, c'était un peu sur mon passé universitaire, qui après m'a emmené vers mon école de commerce, où là, j'ai fait école de commerce classique, vers Dijon, double diplôme, école de commerce, c'est ce qui préparait un peu au métier d'expert comptable, c'est un équivalent master CCA. En gros, tu sais, ça prépare aux équivalences des SCG, tout ça. Et écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à l'issue de l'école, je suis allé en cabinet d'audit dans un Big Four, KPMG, si on peut le citer. Voilà. Et c'était bien, c'était intéressant. J'y suis allé avec peut-être la volonté d'aller jusqu'au bout, justement, du diplôme, des SCG et le DEC pour devenir expert comptable. Sauf qu'en audit, je faisais du commissariat aux comptes dans des plus ou grandes structures. Et j'ai rencontré tout de suite des DAF, donc des directeurs ou directrices financières. Et en fait, je me suis tout de suite dit, en fait, non, je ne veux pas être expert comptable, mais je veux être DAF. Voilà. On reviendra peut-être après sur la différence, parce que tu vas me dire que l'un n'empêche peut-être pas l'autre, etc. Et exactement, on creusera ce sujet sur lequel beaucoup de gens se posent des questions et... certaines personnes aiment polémiquer, selon moi, à tort, mais pas pour polémiquer, mais effectivement pour avoir ton point de vue sur cette différenciation entre les deux métiers. Bien sûr. Avant de creuser ça, je suis curieux que tu m'en dises un peu plus sur cette double casquette que tu as aujourd'hui. Donc, tu es DAF d'une belle scale-up, Live Mentor, et en parallèle, tu as monté un cabinet de DAF externalisé. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette double casquette et comment tu fais? Parce que l'un et l'autre sont très prenants, donc les deux en même temps, j'ose même pas imaginer. Ouais, bien sûr. Écoute, alors juste du coup pour faire la transition, grosso modo, du coup j'ai fini KPMG en conseil en start-up. Je suis passé d'audit à conseil en start-up, et c'est là où je me suis tout de suite dit, ok, je veux certes être DAF, mais je veux être DAF dans l'écosystème start-up. Parce que ça me correspond plus, il y a une énergie qui me va bien, donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné quelques startups et je suis arrivé en 2019 chez Live Mentor. Donc Live Mentor, organisme de formation, on a bien grandi. Aujourd'hui, on est une petite centaine de salariés avec une petite centaine d'indépendants freelance à côté. On fait environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est accompagné par 4 fonds d'investissement. On a fait des belles levées de fonds. Écoute, et j'ai une équipe finance, pareil, on y reviendra, mais qui est composée d'une petite dizaine de personnes. Après, attention, équipe finance, comme je l'entends, donc c'est vraiment département DAF avec le F de finance, mais le A de admin, et donc du coup, ça prend quand même une dimension très importante. On va y revenir après. On creusera, je pense, après. Et en fait, la jeunesse de tout ça, c'est quoi? C'est que Live Mentor, je vois au quotidien des entrepreneurs qu'on forme et qui ne sont pas ou mal accompagnés sur la partie gestion financière. Et ça, en effet, je me suis dit, c'est tellement dommage, il y a quand même quelque chose à faire, parce que certes, aujourd'hui, il existe de plus en plus de cabinets de conseil, de DAF à temps partagé, etc. Mais je trouvais que vraiment, l'entrepreneur, les petites structures, les startups, n'étaient pas, à mon goût, ou du moins celles que je rencontrais, suffisamment bien accompagnées. Donc là, écoute, on s'est dit, donc avec mon associé, Bénédicte, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, qui, elle, était déjà, alors elle est issue du M&A, et ensuite, elle était DAF à temps partagé, mais de manière indépendante. Elle était vraiment solo. Et on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire. On prend notre ADN, on prend notre vision, notre façon de faire. Heureusement, c'était la même, et c'est la même toujours aujourd'hui. Et on va accompagner des entrepreneurs, des startups, sur la partie gestion financière, et le faire un peu à notre sauce, parce que on estime avoir trouvé une certaine recette un peu secrète
ou qui n'est pas si secrète que ça, mais voilà, on a une certaine recette qui fonctionne pour accompagner les entrepreneurs. Donc, on a lancé CoMindDAF il y a maintenant 2 ans. Et écoute, ça s'est bien développé. Il y a eu un beau petit effet réseau au lancement. Et aujourd'hui, on est en tout une petite dizaine, donc entre associés, salariés, voilà, une petite dizaine dans l'équipe. Et on a accompagné, allez, on va dire, entre 90 et 100 entrepreneurs / start-up. Sachant que pareil, on reviendra un peu sur nos spécificités et notre modèle, mais on accompagne principalement sur du long terme, parce que pour nous, vraiment, quand on vient chez CoMindDAF, et nos missions, c'est pas des missions ponctuelles, c'est vraiment de la création d'un département DAF, et après de l'accompagnement, comme on pourrait dire, business partner, où on t'accompagne au quotidien sur tes enjeux, ton développement, tes problématiques financières, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai un peu cette double casquette. Après, attention, rendons quand même honneur à Bénédicte qui, elle, clairement, tient toute la boutique, toute la baraque, clairement. Moi, CoMindDAF, c'est un side project, voilà, où vraiment j'ai eu l'idée parce que je voyais beaucoup d'entrepreneurs passer qui n'étaient pas accompagnés. Et après, on s'est lancé avec Bénédicte et moi, j'aide un peu dans la partie prospection, partenariat, formation. Mais c'est vrai que c'est principalement quand même Bénédicte qui tient la baraque, hein, clairement, et heureusement. Ok, ouais, j'imagine que, je connais l'entrepreneuriat, alors sur un métier qui est tout, très très différent, même si on est tous les deux dans le secteur financier, et je vois l'exigence que ça requiert, et clairement, j'étais très curieux de justement cette double casquette qui peut intriguer de l'extérieur. En tout cas, super intéressant parce que tu as souvent un profil de financier peut se poser la question de est-ce que je reste en interne, est-ce que je bosse plutôt en tant que consultant. Toi, tu as la chance d'avoir les deux et du coup d'avoir les apprentissages des deux. Tu as aussi l'inconvénient, en tout cas la charge de travail supplémentaire. Mais j'imagine que la courbe d'apprentissage est d'autant plus importante. Ouais, et puis tu vois, ce qui est top, c'est que je dirais même 2 visions, voire presque 3 visions, parce que du coup, avec tout ça, j'ai la vision DAF interne, DAF externe et entrepreneur. Ouais. Et ça, franchement, c'est un apprentissage qui est énorme, parce que chez Live Mentor, encore une fois, je vois passer des entrepreneurs au quotidien, mais je ne l'étais pas entrepreneur, j'étais DAF. Ouais. Donc là, avec ce side project, je suis d'une certaine manière devenu aussi entrepreneur, côtoyer le métier de DAF à temps partagé, donc du coup je vois un peu les 2 visions, je vois les 2 réalités qui peuvent un peu s'affronter. J'avoue, c'est passionnant. On s'ennuie pas en tout cas. Ouais. Alors j'ai envie de rentrer un peu dans justement comme d'habitude les spécificités du métier de DAF, à commencer par ton métier de DAF interne chez Live Mentor. Ouais. Pour commencer, reposer un peu le contexte, est-ce que tu peux nous rappeler nous réexpliquer le business de Live Mentor. Ouais. Qu'est-ce que vous vendez, à qui vous le vendez? Enfin, tu en as déjà un petit peu parlé, mais curieux que tu nous reposes le tableau. Okay. Donc Live Mentor, école pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 20 000 entrepreneurs à se former et à se lancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on forme les entrepreneurs, initialement plutôt sur des thématiques orientées autour du marketing digital, mais désormais, on s'est étendu sur toutes les problématiques, toutes les thématiques que pouvaient rencontrer des entrepreneurs. Donc, par exemple, marketing digital, copywriting, monter son site internet, la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, des problématiques d'intelligence artificielle, d'automatisation, etc. Bref, l'idée, c'est de t'accompagner dans ton projet pour, 1, t'aider à te lancer, ou 2, si tu es déjà lancé, t'aider à te développer, à te structurer. Quand tu dis des entrepreneurs, c'est pas que des entrepreneurs individuels, ça peut aussi être des dirigeants de start-up. Bien sûr, oui. Okay. C'est vrai que de base, on a une typologie et une cible qui est plutôt entrepreneur individuel, mais on a aussi accompagné des petites start-up qui aujourd'hui sont devenues des belles boîtes. Voilà, donc ça, clairement. Et aujourd'hui, nos formations, parce qu'on est un organisme de formation, sont articulées autour de 3 axes. 1, comme toute formation, du contenu vidéo spécialisé. 2, de l'accompagnement par un mentor, d'où Live Mentor. Et spécificité, c'est que le mentor est un entrepreneur qui a déjà monté une ou plusieurs sociétés dans le même domaine que toi. Donc typiquement, si tu veux te lancer dans, je sais pas, le e-commerce, tu vas être accompagné par un entrepreneur qui a déjà une ou plusieurs sociétés dans le e-commerce et qui du coup va pouvoir te donner des conseils clairement activables, des conseils très précieux qui vont te faire gagner un temps de dingue.
Et troisième volet, classique, la communauté. Ouais. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est des formations sur une durée de 3 mois, en gros. Voilà. Et qui sont classiques, finançables, fonds propres ou finançables fonds publics, etc., etc. Ok. Je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qui le produit. On a créé Figure en 2020 pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. En quelques mots, on vous permet de synchroniser en temps réel vos flux bancaires et comptables, de les catégoriser automatiquement et d'anticiper les flux futurs grâce au prévisionnel intégré. Alors je sais que vous adorez Excel, et moi aussi, mais sur un sujet comme la trésor, très honnêtement, Figure va bien plus loin et vous fait gagner un temps fou. Si vous voulez voir comment Figure pourrait vous aider plus précisément, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi, ou si vous préférez découvrir Figure de votre côté, le lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. C'est quoi, d'une manière générale, les sujets clés d'un point de vue finance dans une boîte comme Live Mentor ? Ouais. En fait, déjà, si on reprend à la base pourquoi j'ai croisé la route des 2 fondatrices, donc Alexandre Dana et Anaïs Preto, et pourquoi à l'époque ils m'ont fait confiance et ils m'ont recruté, c'est que il y a eu une problématique très importante de BFR, de besoin en fonds de roulement qui n'avait pas été anticipé. À l'époque, Live Mentor vendait des formations en fonds propres. Donc, tu veux prendre une formation, tu sors ta carte bancaire, tu la payes, Live Mentor encaisse. Ouais, classique. Je vois où tu veux en venir sur le financement. Et c'est ça. Et tout d'un coup, en 2019, Live Mentor s'est vu faire une belle croissance en termes de chiffre d'affaires, mais bizarrement, parallèlement, le compte en banque, la trésor, le cash était en train de baisser. Ouais. Et ça n'avait pas du tout été anticipé et personne ne comprenait pourquoi. Ouais. En fait, le sujet en vrai était assez simple. C'est que de plus en plus, Live Mentor ne vendait plus de formations en fonds propres, mais vendait des formations sur de la base du financement. Donc le CPF n'était pas encore là, il est arrivé un peu plus tard. C'était avec Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, les OPCO. Et donc, du coup, avec des délais de paiement beaucoup plus tardifs, parce que l'État, le financement public, est un très bon payeur, c'est pas un sujet. C'est un payeur qui est un peu feignant, qui est un peu lent, tu vois. Donc, oui, au final, on avait une belle croissance, mais on avait un compte bancaire de la trésor qui commençait à disparaître, à diminuer. Et donc, du coup, ça n'avait pas été anticipé. Problématique de BFR, qu'est-ce qu'on fait ? Mince, il faut qu'on recrute un DAF. C'est cool, je suis arrivé. Sauf que là, en vrai, on était au pied du mur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti tout de suite sur une levée de fonds. Une levée de fonds pour financer du BFR, c'est un peu cher payé. Ouais. Après, clairement, on ne le regrette pas parce que, d'une certaine manière, il y avait déjà des fonds d'investissement qui tournaient un peu autour d'Alexandre et d'Anaïs. Donc, les fonds ont été bien sélectionnés, on va dire ça comme ça, qui correspondaient et qui correspondent toujours parce qu'ils nous font confiance et ils nous suivent toujours depuis 2019. Qui correspondent à nos valeurs, à nos ambitions. Donc en vrai, certes, on peut se dire qu'une levée de fonds pour financer du BFR, c'est cher payé, mais dans les faits, ça a été clairement un game changer parce qu'aujourd'hui, sans eux, clairement, on ne serait pas là aujourd'hui. Okay. Donc voilà, tu vois cette problématique de BFR qui est franchement propre aux organismes de formation, qui est très classique, très courante, et donc du coup après qui t'amène à des solutions de financement comme levée de fonds, comme de la facturage, comme après il y en a plusieurs des solutions de financement. Mais voilà, ça a été ma problématique numéro 1. Donc résoudre cette problématique de BFR, 2, participer à une levée de fonds. Et une fois que la levée de fonds a été réalisée, 3, structurer un département DAF avec ma vision du métier de DAF, qui est une vision, je pense, propre aussi à cet écosystème de start-up. Pourquoi ? Parce que, alors c'était pas ma première start-up quand je suis arrivé chez Live. Et moi, si tu veux, j'ai toujours tendance à dire, quand j'arrive, je crée un département DAF. Donc il y a le F de finance, mais il y a aussi le A de admin. Et si tu veux, moi j'aime bien tout absorber. Quand je dis tout absorber, c'est la finance, avec la compta, le contrôle de gestion, bien entendu, mais également le RH. Je trouve qu'en tout cas, avec cette taille d'entreprise-là, le DAF peut se permettre d'avoir aussi cette fonction de RH, DRH, etc. Si tu as cette appétence pour juste aimer l'être humain, parce que c'est pas toujours simple, en effet, et de gérer des problèmes. Voilà. Donc le RH, donc le R de RH, et également le L de légal. Ou pareil, tu ne peux pas te permettre d'avoir en début un responsable juridique, etc. Donc, il faut que tu prennes tous les sujets juridiques.
Et également, du coup, le A de admin, qui est un peu une notion un peu fourre-tout, où tu vas te mettre à faire même de l'office management et il n'y a aucun sujet, aucune problématique. Tu vois, encore aujourd'hui, je fais un peu d'office management et en vrai, ça me va très bien, ça me plaît, ça me permet de changer un peu de mon quotidien. Ouais. Et donc voilà, moi, quand j'arrive dans une startup, donc chez Live Mentor en l'occurrence, je crée un département DAF avec tous ces pôles-là. Je prends tout. Au début, quand je suis arrivé, je faisais tout seul. Voilà, ça m'a permis de tout bien comprendre, de maîtriser tous les flux, toutes les problématiques. Et après, au fur et à mesure, j'ai constitué l'équipe. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est responsable de la compta, quelqu'un qui est responsable du contrôle de gestion, du légal, du RH et une équipe administration des ventes. Donc ça peut être un peu une spécificité, on va dire, propre aux organismes de formation. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne avec l'État, du coup, il y a quand même beaucoup d'admin, beaucoup de facturation, beaucoup de recouvrement. Et donc ça, il te faut une équipe facturation, admin des ventes, qu'importe comment tu l'appelles, mais c'est très dur de tout automatiser. Ok, j'ai plein de questions, parce que tu as ouvert plein de sujets. Non, c'est super intéressant. J'ai envie de revenir sur le sujet du BFR. Ouais. Dis-moi si j'ai bien compris. Donc, l'entrepreneur, il arrive chez vous. Il a, du coup, c'est ce qu'on appelle un crédit formation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Crédit formation. Et donc, il dit, moi, je suis intéressé par telle formation marketing, par exemple, chez Live Mentor. Je ne vais pas la payer avec mon argent personnel, je vais la payer avec mon crédit formation. Donc, c'est du crédit que tu crédite quand tu es salarié dans une entreprise, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Si tu veux, je reprends un peu le fonctionnement. Donc là, tu faisais référence plutôt à du CPF, donc le compte personnel de formation. Aujourd'hui, et c'est ce qui a remplacé le DIF. Donc là, pour les plus anciens d'entre nous, le droit individuel à la formation. Aujourd'hui, quand tu es salarié, tu cotises pour de la formation professionnelle. Tu cotises environ 500 € par an. Voilà. Et donc, tu as le droit d'activer ce CPF. Pour ça, tu vas sur le site de la Caisse des dépôts qui gère aujourd'hui toute la partie formation professionnelle qui s'appelle Mon compte formation, tout simplement. Et de là, avec ton crédit, tu vas pouvoir bénéficier de formation. Donc, par exemple, Live Mentor, comment ça se passe ? Toi, aujourd'hui, je ne sais pas, tu as 2 000 € de CPF, tu veux faire une formation à 2 000 €, très bien. On te prend en formation. Tu vas me dire, super, ok, mais qu'est-ce qui crée ce BFR-là ? Parce qu'en vrai, tu as du CPF, tu viens en formation, très bien, tu commences. Sauf que nous, on ne peut facturer qu'à la fin de la formation. Donc déjà, nous, nos formations durent 3 mois. Ouais. Donc déjà, on prend 3 mois, en effet, de délai avant de pouvoir facturer. Ouais. Voilà. Sachant que parfois, tu rentres déjà pas en formation tout de suite. Entre le moment où on prend premier contact et donc nous, le moment où on dépense du marketing pour que tu viennes jusque chez nous, des commerciaux qui t'ont au téléphone, etc., il peut se passer déjà un petit peu de temps. Ensuite, on se place à la fin des 3 mois. À la fin des 3 mois, on a le droit de facturer. Et la Caisse des dépôts met entre 30 et 45 jours pour te payer. Donc, tu rajoutes facile 1 mois et demi, voire 2 mois. Donc, tu vois, il peut très vite se passer entre le moment où on a le premier contact et le moment où on est encaissé. Entre 4, 5 mois, voire un peu 6 mois. Ça dépend de la période. S'il y a la période estivale, par exemple, les vacances de Noël, etc. Et donc, ça, en effet, ça crée un BFR qui est juste énorme, quoi, parce que parallèlement, un OF a d'importantes charges, surtout RH. Là, aujourd'hui, on est 90 salariés, c'est pas rien. On a environ 50 commerciaux, c'est pas rien non plus. Et bon, sur les salaires, le RH, tu peux pas jouer sur les délais de paiement. Donc, et heureusement, d'ailleurs, clairement. Donc, il y a un BFR qui est énorme. Et honnêtement, pour voir passer beaucoup d'organismes de formation, très peu l'anticipent. Ouais, c'est un vrai sujet. On en a quelques-uns chez Figure qui sont clients et qui arrivent... parce que problématique de forte croissance en formation et systématiquement cette problématique de BFR. Ouais. Alors tu disais, je reviens sur... donc vous avez fait une levée de fonds quand tu es arrivé, c'était en 2019, c'est ça ? Pour renflouer la trésor face à cette problématique de BFR. Donc, si j'ai un BFR qui est structurellement positif, ce qui est votre cas avec ce phénomène, plus tu as de croissance, plus ta trésor se creuse, ce qui est un peu paradoxal et contre-intuitif. Donc là, c'est ce qui vous arrive à ce moment-là. Vous dites, je fais une levée. Toi, tu dis que ça peut paraître... étonnant de faire une levée et dans ce contexte-là, en tout cas, et je suis d'accord avec toi, parce qu'en général, ce qu'on
ce qu'on dit traditionnellement en finance, c'est que du BFR, c'est-à-dire en l'occurrence du passif, de l'actif ou du passif circulant, c'est-à-dire à court terme, se finance plutôt par du financement court terme. Là où la levée de fonds, c'est plus ce qu'on appelle du financement haut de bilan, on va renforcer les capitaux propres. Avec une logique d'investissement et de financement sur plusieurs années. Au fond, j'imagine, vous accompagne depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2019, ouais. Donc, il y a ce déphasage-là. En général, on dit, si on doit financer un actif long terme, on va mettre un passif long terme comme une levée de fonds. Et si on doit financer plutôt du court terme, on va mettre des financements plutôt court terme. Donc là, il y a un déphasage entre les deux. Et j'imagine que c'est pour ça que tu disais que la levée de fonds n'était pas forcément le financement qui semblait le plus adapté, même si c'est ce que vous avez fait. Donc j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Combien est-ce que vous aviez levé et est-ce que vous avez relevé depuis en augmentation de capital? Ouais. Du coup, à l'époque, en 2019, on a levé grosso modo autour de 3 millions d'euros. Et on a fait une levée complémentaire en 2021 de 10 millions d'euros. Et juste pour reprendre... Alors, la levée de 2021 est dans un autre contexte et pour écrire une autre histoire, mais pour reprendre la levée de 2019, en effet, je suis complètement d'accord, normalement, on aurait dû aller vers du financement bancaire, court terme. Sauf que, pareil, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut anticiper, et ce que très peu d'organismes de formation anticipent, c'est que malheureusement, les banques, sur la partie formation... elles ont un petit peu du mal à accompagner. Pourquoi ? Parce que la formation a soit une image un petit peu poussiéreuse, soit une image un petit peu pas toujours très sérieuse, on va dire. Il y a eu beaucoup d'acteurs, avec des acteurs parfois peu scrupuleux. Et donc, du coup, c'est vrai que les banques ont un petit peu du mal à accompagner les organismes de formation. Et c'est pour ça que de plus en plus, certains se retrouvent bloqués, faute de financement, et donc doivent aller sur des financements alternatifs comme des levées de fonds. Et c'est ce qui nous était arrivé à l'époque. Pour la petite anecdote, et je ne citerai pas de banque, rien du tout, à l'époque, 2019, j'arrive, la situation est franchement catastrophique financièrement parlant. Je ne te parle même pas de la structuration des flux, etc. Je parle vraiment du compte en banque. Franchement catastrophique au pied du mur. Du coup, je vais voir la banque de l'époque, je leur demande un financement. Eux m'autorisent un découvert autorisé de 1 500 €. Oui. 1 500 €, ça ne me payait même pas un mentor. Tu vois. Donc non, c'était complètement déconnecté de la réalité. Donc oui, en effet, on va sur du financement qui est plutôt long terme, donc avec des fonds d'investissement, une levée de fonds. Et ça nous permet, certes, de financer du BFR, mais aussi tout de suite d'aller financer de la croissance. Et nous, en premières actions, ça a été de construire une équipe commerciale, clairement, et de financer des actions marketing. Et si tu devais donner un conseil à des organismes de formation aujourd'hui plus jeunes, en croissance, en gros, là où était Live Mentor il y a quelques années, et que ces boîtes-là, ces organismes de formation auxquels on pense ne veulent pas ou ne peuvent pas lever des fonds comme vous l'avez fait en augmentation de capital, est-ce que tu saurais leur conseiller d'autres formats de financement? Donc je comprends qu'au niveau de la banque c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres produits de financement qui peuvent convenir? Je crois que tu as évoqué le terme de facturage tout à l'heure. Oui, par exemple. Alors je donnerais plusieurs conseils. Déjà, anticiper cette problématique de BFR. Clairement, l'anticiper le plus tôt possible. Si par chance, vous avez une banque qui vous accompagne déjà un peu d'historique, pareil, il vaut mieux l'anticiper dans des bonnes conditions avant d'être au pied du mur. Clairement, on sait que quand on est au pied du mur, les banques, c'est franchement compliqué. Donc l'anticiper le plus tôt possible. 2, mettre en place, pareil, le plus rapidement possible. Si on sent qu'on va avoir une belle croissance, un produit d'affacturage, en effet, ça se fait beaucoup. Pareil, il faut bien choisir son affactureur parce qu'il y en a certains qui accompagnent des organismes de formation, d'autres non. Donc ça, pareil, il faut bien les choisir. Il faut aussi bien avoir un mix produit assez malin, assez intelligent parce qu'on a quand même trop souvent tendance à faire le parallèle formation, financement public. Sauf que non, la formation, avant, aujourd'hui et même demain, se vendra encore toujours avec du financement fonds propres.
Voilà. Et donc, c'est important quand même de maintenir toujours un mix assez intelligent sur, OK, je vends des produits de formation sur du financement public, mais je vends aussi peut-être d'autres plus petits produits qui, eux, vont m'apporter du cash plus rapidement parce que se vendront qu'en fonds propres, par carte bancaire, paiement une fois, ou on peut même étaler jusque 2, 3, 4 fois, mais vont m'apporter du cash tout de suite, qui vont peut-être justement me permettre de financer mon BFR sur ma verticale qui est dédiée à du financement public. Ouais. C'est peut-être confidentiel, dis-moi, votre mix aujourd'hui, vous, entre votre revenu qui est payé par ce que tu appelles du fonds propre, et le reste qui est payé par du public. Ouais, en fait, si on fait un peu à la louche, on est sur du 60-40. Ok. Voilà, on est sur du 60 financement public, donc tout compris, CPF, France Travail, les OPCO, et 40 fonds propres. Sachant que dans un monde idéal, et ça fait partie de nos objectifs, c'est d'aller plutôt sur un mix 50-50. Voilà. 50-50, voilà, sécurise bien et ça permet d'être le moins possible dépendant au financement public, même si on n'a pas de doute ou de crainte. Le CPF ou les financements OPCO ou autres ne vont pas disparaître demain, ça a toujours existé. Par contre, ce qui évolue presque d'un mois sur l'autre, c'est les conditions d'accès. Les conditions d'accès du CPF évoluent énormément. Et oui, nous, on doit toujours faire preuve d'agilité, on doit toujours faire attention à faire une veille juridique constante. Pourquoi ? Parce que il suffit qu'on change de gouvernement, un nouveau projet de loi de finances, hop, il y a quelque chose qui disparaît. Du coup, il faut qu'on s'adapte. Donc, on n'a pas de crainte sur la poursuite du financement public. Par contre, ça, on ne peut pas dire que ce soit un gage de sérénité. Ouais. Voilà. Ouais, j'imagine. Et tu disais que pour rééquilibrer ce mix, en tout cas tenter de l'influencer, vous, le principal levier que vous avez, c'est le format des produits que vous vendez. Il y a des produits qui sont souscrits quasi exclusivement en fonds propres et d'autres produits quasi exclusivement par du CPF ou du public. Exactement. Tu vois, par exemple, de la formation vidéo pure, sans accompagnement. Ça, alors, on n'aurait pas le droit de le vendre en CPF. Pourquoi ? Parce que pour que ce soit une action de formation, il faut qu'il y ait, certes, de la vidéo, mais il faut qu'il y ait aussi un accompagnement par un être humain et ce qu'on appelle une validation des acquis. Ça veut dire un test, un certificat, etc. Par contre, de la vidéo pure et dure, on peut la vendre. Ça reste un produit de formation, mais ce n'est pas de la formation professionnelle éligible au financement public. Et donc, dans ce cas-là, on le vend que par fonds propres. Voilà. Tu vois, certains ne vont pas vouloir être accompagnés par un mentor, vont juste vouloir bénéficier des vidéos sur du marketing digital. Et dans ce cas-là, on le vend par du fonds propre. Ok. J'ai envie de te parler maintenant de ton équipe, ton équipe et comment tu as structuré cette fonction DAF chez Live Mentor. Donc aujourd'hui, vous avez une équipe d'une dizaine de personnes. C'est ça, une dizaine de personnes, tout compris. Est-ce que, pour commencer, tu peux me faire un peu la compo de cette équipe ? C'est quoi les forces en présence ? Alors on n'a que des contributeurs ou contributrices individuelles par pôle, à l'exception du pôle administration des ventes. Donc on a une responsable comptable, une responsable contrôle de gestion, un responsable légal et une responsable RH. Voilà. Donc là, ça fait 4 personnes, plus moi, DAF, qui chapeaute un peu tout le monde, ça fait 5. Plus, après, mais alors là, c'est une spécificité liée au monde de la formation professionnelle, une équipe de 5 personnes, qui s'appelle l'équipe administration des ventes, qui, eux, vont gérer, on va dire, l'avant et l'après-formation. L'avant, c'est pour faire les dossiers de financement, parce que quand tu fais du CPF, quand tu fais du Pôle emploi ou autre, tu as besoin de faire un petit dossier de financement. Et l'après-formation, collecter les documents financiers et juridiques pour les envoyer en facturation. Donc ça, c'est un peu propre à la partie formation professionnelle. Et sinon, avant, les 4 autres contributeurs individuels, en fait, comment ça s'est constitué ? Au début, quand je suis arrivé, il n'y avait personne, donc je faisais tout. Après, on avait beaucoup moins de flux, beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de sujets. Donc, au début, je faisais tout. Puis après, au fil de l'eau, plus on a grandi, plus on a eu de flux, plus on a eu de personnes, j'ai tout doucement structuré. À peu de choses près, moi, ce que j'adore faire, ce qui s'est fait quasiment partout, sauf sur mon pôle compta, c'est j'aime bien prendre des personnes en alternance, en apprentissage. Comme ça, on co-construit un peu le pôle ensemble.
J'aime bien ce côté un peu formation, pédagogie. C'est pas pour rien que je bosse chez Live Mentor, hein, tout simplement. Et tu vois, les faire monter en compétences, voir un peu leur avancement au fil de leurs études, tout simplement. Et après, toutes et tous, en gros, ont converti en CDI après leurs études. Et donc, du coup, aujourd'hui, ont un poste de responsable de leur périmètre. Voilà. Quasiment tout le monde, sauf le pôle comptabilité, qui était un petit peu plus dur, avec des enjeux quand même un petit peu plus importants, peut-être un poil plus éloigné aussi de mon cœur de compétences, parce que je suis du coup pas expert comptable. Et donc là, j'avais besoin d'un peu plus de sérénité. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais j'ai débauché la personne qui gérait notre dossier dans notre ancien cabinet d'expertise comptable. D'accord. Elle gérait notre dossier, puis au bout d'un moment, je lui ai dit, viens en interne. Voilà, tu gères notre dossier, viens en interne. C'est pas bien, parce que... voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, le pôle est constitué comme ça. Que des contributeurs, contributrices individuels. Donc, ils n'ont personne dans leurs équipes. Par contre, ils ont un périmètre qui est clair, qui est défini, qui certes peut sembler un peu siloté, mais en vrai, moi, ça me va bien, c'est mon orga. Et après, j'essaye de chapeauter un petit peu tout le monde. Et après, tu vas me dire, c'est un peu... ça peut sembler un peu paradoxal avec mon autre casquette Ecomind DAF à temps partagé, mais chez Live Mentor, j'ai voulu tout internaliser. Donc, j'ai internalisé la compta, j'ai internalisé le contrôle de gestion, enfin la partie reporting, le légal, le RH. Grosso modo, on fait tout nous-mêmes. On a quelques conseils à droite à gauche juste pour validation de certains points spécifiques ou des validations d'ordre légal. Par exemple, on est obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Voilà, parce qu'on est organisme de formation, donc les seuils sont très bas. Donc du coup, on les dépasse très vite. Donc, on est obligé d'avoir un CAC. Mais sinon, on fait tout nous-mêmes. Voilà. Pourquoi en fait, juste parce que ça m'a éclaté, tout simplement, parce que ça m'éclate. T'as construit ton équipe, quoi. Voilà, de construire, de tout faire moi-même. Certes, les responsabilités, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, sont un poil différentes. Pareil, c'est pas un gage de sérénité de tout faire toi-même, parce que t'as des contrôles qui peuvent se passer plus ou moins bien, etc. Mais je trouve que la valeur pour chaque membre de l'équipe est complètement différente. L'engagement aussi dans tes missions est complètement différente. Et ça responsabilise à fond. Tu vois, tu te reposes pas sur, un cabinet de paye derrière qui va valider chacune de tes actions. Tu te reposes pas sur un expert comptable qui va valider chacune de tes écritures. Enfin voilà, tu es vraiment engagé dans ta gestion financière, ta gestion d'entreprise, tout simplement. Et j'avoue, ça nous éclate bien. Mais attention, ça peut sembler paradoxal avec mon side project qui prône du DAF à temps partagé. Et donc de l'externalisation. Après, chaque boîte a son contexte et je pense qu'il n'y a pas de schéma type. Il faut savoir adapter l'offre, entre guillemets, le service finance, en l'occurrence plus globalement DAF, à la problématique de la boîte, ce que tu as très bien su faire chez Live Mentor. J'ai une question très pratico-pratique, mais donc compta, contrôle de gestion, RH, légal, tu les as recrutés dans quel ordre ? Alors ordre à peu près logique selon moi. J'ai tout de suite eu quelqu'un sur la partie contrôle de gestion, donc apprenti contrôle de gestion, parce qu'il a tout de suite fallu faire de plus en plus d'analyses, de reporting, etc. On avait des fonds d'investissement, donc clôture mensuelle à J+5, jour ouvré, avec tous les reportings qui vont bien. Et voilà. Donc j'ai tout de suite commencé par la partie contrôle de G. Ensuite, RH, parce que levée de fonds, donc on a beaucoup recruté, donc j'ai vite été submergé par tous les sujets RH. Ensuite, compta. Voilà, pourquoi ? Parce que jusqu'à ce moment-là, on travaillait encore avec un cabinet d'expertise comptable qui nous aidait à faire les clôtures mensuelles, mais on s'est rendu compte qu'on serait beaucoup plus agile et maître de notre donnée comptable si tout était internalisé. Donc en troisième, la compta. Et enfin, le petit dernier, qui est le juridique, que j'ai essayé de garder jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, trop de sujets, et puis ça devenait de plus en plus précis, technique, etc. Et je me suis dit, là, c'est le moment. Mais c'est vrai que le juridique, c'est toujours un peu ce que tu peux te permettre un peu en dernier. Tu vois, pour moi, c'était un bonus, quoi. Et par contre, aujourd'hui, je le regrette clairement pas. Hein. C'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité, c'est un gain en sérénité. Enfin, c'est vraiment exceptionnel, hein, ça, pour le coup.
On dit souvent que, et à tort, je pense que l'équipe finance, c'est un centre de coûts. J'imagine que si on t'a laissé structurer progressivement ton pôle DAF avec cette équipe de 10 personnes, c'est que tu as réussi à prouver que c'était pas uniquement un centre de coûts, mais qu'il y avait un vrai ROI derrière tout ça. Ouais. Comment, si on te challengeait aujourd'hui sur 10 personnes, ça coûte cher, comment tu justifies ce coût-là? Qu'est-ce que vous apportez? Comment tu défends cette valeur que vous apportez aujourd'hui chez Live Mentor? Pas simple, hein. Pas simple parce que c'est vrai que on reste une équipe support au final, même si on a plusieurs pôles, on reste une équipe support. Donc c'est sûr qu'on ne contribue pas directement à la croissance. Ça, c'est clair. Et on ne contribue pas d'une certaine manière à la rentabilité parce que on est en effet un centre de coûts. Ce qui est bien chez Live Mentor, c'est que dès le début, j'ai essayé de faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès de l'équipe dirigeante, mais auprès de chaque salarié, en essayant d'inculquer, on va dire, une culture financière, une culture financière, une culture RH, une culture légale, être complètement transparent sur tous nos sujets, tous nos chantiers, tous nos projets. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus une place qui est vraiment centrale, tu vois, au cœur du réacteur. Tout le monde nous considère vraiment comme... non pas un centre de coûts pur et dur, quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir, mais au contraire, quelqu'un qui va venir t'aider dès que tu as la moindre question, etc. Donc, tu vois, là où on peut dire le DAF a un vrai rôle de business partner, bon, même si de plus en plus ce terme est un peu utilisé à tort et... Je ne sais plus c'est quoi l'expression, à tort et à travers, enfin bref, beaucoup utilisé. Et... nous, vraiment, on arrive, on a cette chance de s'être placé dès le début, justement, au cœur du réacteur. Donc, c'est vrai qu'on ne nous challenge pas trop là-dessus parce que tout roule bien, en fait. C'est logique, on est au cœur, on est non pas là pour challenger ou pour embêter chaque département, on est là pour les aider au quotidien. Ouais. Chaque département, chaque salarié, l'équipe dirigeante, les fonds. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une place qui, naturellement... est plutôt bien instauré. Mais je suis d'accord qu'il y a un vrai sujet à faire comprendre l'intérêt de ces équipes-là, ou même juste l'intérêt du job de DAF. Tu vois, là, j'enlève ma casquette Live Mentor, je mets ma casquette Ecomine. C'est vrai que dans la prospection commerciale, c'est souvent un frein qui est de dire, OK, je peux recruter ou je peux prendre un DAF à temps partagé, mais ça va me servir à quoi? Pourquoi? Et oui, c'est vrai qu'il y a encore un vrai travail de pédagogie. Il y a un double travail, en fait. Déjà, il y a le boulot de bien faire comprendre ce que c'est qu'un DAF. Déjà, tout simplement. Parce qu'en vrai, beaucoup juste ne comprennent pas ce que c'est que le job de DAF. Et deux, faire comprendre pourquoi un DAF va avoir un ROI, va te permettre d'avoir une meilleure visibilité sur tes chiffres, une meilleure sérénité, te faire prendre des bonnes décisions pour des bons investissements. Donc vraiment, t'aider dans ton développement et tu ne pourras avoir qu'un ROI positif. On a parlé de ROI, alors sans dévoiler ton propre salaire, évidemment. Est-ce que tu peux nous donner les ordres de grandeur pour notamment les CEO qui nous écoutent, qui se disent un DAF, pourquoi pas, mais en fait, ça coûte combien? Donc, si je suis CEO d'une PME qui pourrait avoir besoin d'un DAF, concrètement, il faut que je m'attende à devoir débourser combien? Si je veux le recruter en interne, et puis on parlera après de si j'opte à un moment pour l'option de l'externalisation. Je suis aussi très curieux. Alors pareil, si je reprends un peu mon parcours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrivant chez Live Mentor, start-up qui n'avait pas levé, pas beaucoup de fonds, grosso modo, moi j'ai quasiment, entre mon époque KPMG et mon époque Live Mentor, même s'il y a eu 2-3 petites étapes intermédiaires, j'ai quasiment divisé mon salaire par 2. Ok. Le tout en venant m'installer sur Paris. Donc, c'était un choix, un pari audacieux. Un peu risqué, j'avoue, à l'époque. Un peu risqué. Compensé avec un peu d'equity. Compensé avec des BSPCE. En général en start-up. Voilà, ce qui permet, surtout si tu crois au projet sur du long terme, de te dire, OK, il y aura un retour sur investissement capitalistiquement parlant. Et il y aura un retour sur investissement d'un point de vue financier parce que j'avais espoir que la boîte grandisse bien post-levée. Donc, du coup,
pouvoir m'y retrouver. Et en effet, oui, maintenant, 6 ans plus tard, je m'y suis retrouvé financièrement parlant, où là, oui, j'ai rattrapé largement mon retard et je m'estime être suffisamment bien payé, en tout cas. Après, maintenant, si on veut passer sur du concret, clairement, et donner des chiffres, aujourd'hui, un DAF, je vais parler de ce que je connais donc en start-up, qui, je pense, peut vite arriver après 5 ans d'expérience, 5-6 ans d'expérience, ça ne me semble pas délirant, peut rentrer à un salaire entre... on va faire une petite fourchette un peu large en fonction de l'état d'avancement financier de la boîte, entre 60 et 80K. Ouais. Voilà. Okay. Et après, qui peut évoluer, et je pense, pareil, au bout de quelques années, surtout si la boîte grandit bien, aller dépasser le cap psychologique, on va dire, des 100K, qui est très confortable, je trouve. Après, chacun a ses contraintes financières ou ses ambitions, etc. Moi, je trouve que le cap des 100K est franchement, surtout en start-up, très confortable. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, si tu veux recruter... quelqu'un 5 ans d'XP, je dirais entre 60 et 80, en fonction du profil, en fonction de ta solidité financière. Ok, super intéressant. On va parler un peu d'Ecomine maintenant, si ça te va. Donc Ecomine a 2 ans maintenant. Vous avez déjà accompagné une centaine de startups. Vous êtes une dizaine dans l'équipe, c'est assez impressionnant en termes de développement. Je passais pas mal de DAF interne, externe, notamment sur le business du DAF externalisé. J'ai l'impression que c'est un business où c'est entre guillemets, j'allais dire facile, c'est jamais facile, mais trouver 1, 2, 3 clients pour se staffer en tant que freelance. En tout cas, ça se fait. Par contre, structurer une agence à plusieurs dizaines, voire une centaine de clients et une dizaine de collaborateurs, c'est assez impressionnant en 2 ans. Donc, raconte-nous comment vous avez fait ça avec Bénédicte. C'est quoi la secret sauce ? Écoute, la secret sauce, c'est quoi ? C'est qu'on a fait ça avec beaucoup de conviction personnelle, notre façon de faire, notre vision et surtout notre... approche des entrepreneurs. Donc, certes, c'est vrai, il y a eu un effet de lancement, un effet réseau, qui, de par Live Mentor, de par d'autres réseaux un peu à droite à gauche, donc c'est vrai qu'Ecomine, au lancement, a eu un gros boom, tout simplement. Et naturellement, après, c'est assez simple. S'il y a eu un boom, si les entrepreneurs qu'on a accompagnés étaient satisfaits, il y a eu quand même un effet de bouche à oreille, parce qu'au final... je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça qui marche, mais c'est principalement ça. En tout cas, dans nos métiers, le bouche à oreille. Tu peux faire de la prospection commerciale, tu peux aller sur LinkedIn et compagnie. En vrai, il n'y a rien de tel que le bouche à oreille. Et oui, on a eu un gros effet réseau au début, un très bon bouche à oreille. Et donc après, naturellement, ça s'est fait. Le tout avec une communication assez présente, une approche de notre métier qui a tout de suite plu aux entrepreneurs. Justement, le fait que, on ne fasse pas que de la finance pure et dure, mais qu'on vienne vraiment sur le volet de la gestion d'entreprise. Donc, tu vois, tout comme mon ADN que je fais chez Live Mentor, c'est vraiment venir avec le département DAF, faire tout. Tout, voilà, RH, légal, etc. Même si on n'est pas avocat, même si on n'est pas expert comptable. Bref, on joue vraiment le rôle de DAF auprès des entrepreneurs. Donc ça, c'est vrai que ça plaît. Parce qu'on ne fait pas qu'un reporting, on fait vraiment toute la gestion. On te soulage au niveau de ton temps, on t'apporte de la visibilité, de la sérénité. Et c'est vrai que ça a beaucoup plu dans notre approche, dans notre connaissance. Et d'autant plus que, en fait, si tu veux, on se revendique certes DAF, mais aussi business partner, mais aussi entrepreneur. Ça veut dire que Bénédicte a déjà monté des sociétés auparavant. Moi, le milieu entrepreneurial, je le connais aussi plutôt bien avec Live Mentor. Et dans notre équipe, à peu de choses près, tout le monde est déjà passé par la case entrepreneuriale. Donc tu vois, ce sont des DAF entrepreneurs à temps partagé. Donc forcément, ça parle pour les entrepreneurs. Ok. Et comment vous avez fait pour ne pas avoir ce problème que j'ai l'impression beaucoup d'agences rencontrent, à savoir... je suis fondateur, donc je parle de toi et Bénédicte. Je suis très bon dans mon métier, donc forcément, le jour où je lance mon cabinet, ça se passe très bien. J'ai ce bouche à oreille qui se déclenche. Mais par contre, là, j'ai un gros plafond de verre
parce que j'arrive pas à déléguer et à scaler. Comment vous avez fait en sorte que cette étape-là se passe bien, de continuer la croissance en arrivant à recruter, à déléguer, ce qui est comme un énorme sujet, j'ai l'impression. Ouais. Mais après, je dis pas que ce plafond de verre, il est pas présent. Ça, vous avez quand même réussi à recruter une dizaine de personnes et du coup à adresser une centaine de clients. Donc, c'est beaucoup par la formation. Encore une fois, la formation, tu prends du temps à expliquer et à fonctionner en binôme sur les dossiers. Typiquement, quasiment la plupart des dossiers, surtout au démarrage, sont en binôme avec Bénédicte et un DAF de l'équipe. Et donc, c'est vrai que Bénédicte, prend énormément de temps pour la formation des équipes. Elle permet de transmettre la vision du métier, indépendamment des compétences purement techniques, mais ça permet vraiment de transmettre les compétences un peu plus soft skills, la vision du métier, etc. D'avoir un peu une ADN commune. Et donc, du coup, d'essayer justement de reproduire un peu notre vision de ce métier-là chez chaque client, mais par chaque membre de l'équipe. Et donc, c'est pour ça aussi qu'au lancement de chaque mission, tout le monde intervient en binôme. Donc, en général, Bénédicte est quelqu'un de l'équipe. Et après, cette personne de l'équipe prend son indépendance et justement arrive à gérer le dossier, l'entrepreneur au quotidien. Ok. Mais la formation, super importante. Ouais. Ah oui. Faut embarquer les gens, les onboarder, transmettre ta vision, clairement. C'est quoi la mission type que vous délivrez chez Ecomind? J'imagine qu'il y en a presque autant que de clients, mais c'est quoi les grandes caractéristiques que vous reprenez d'un client à l'autre et curieux, j'imagine que c'est lié, ça coûte combien l'accompagnement par un DAF externalisé, en l'occurrence dans votre cas chez Ecomind? Ouais. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, pareil, on a nos petites spécificités, c'est qu'on ne fait pas ou très peu d'accompagnement one-shot. Tu vois, typiquement, tu viens voir Ecomind pour un financement et donc tu as besoin d'un business plan. Franchement, je dis pas qu'on ne sait pas faire, mais c'est pas dans notre ADN. Nous, notre ADN, du coup, tu l'auras compris, c'est de l'accompagnement vraiment long terme, où on met en place une direction administrative et financière, et du coup, on t'accompagne sur la durée, sur tous les sujets, tous les chantiers de ta gestion d'entreprise. Ça, c'est vraiment ce qu'on adore, et c'est ce qui fait l'équipe, tout simplement. Ouais. Donc, l'accompagnement one-shot, on ne le fait pas, ou très peu. On fait de l'accompagnement long terme. Et après, comment ça se passe? C'est tout simplement un entrepreneur qui vient, nous explique un peu ses problématiques. De là, on définit très vite une durée d'intervention. La durée d'intervention se calcule toujours au niveau de la semaine. Ça veut dire le minimum, c'est une demi-journée semaine. Parce qu'en dessous d'une demi-journée, tu fais rien. Le maximum, en général, c'est 3 jours semaine. Parce qu'au-dessus, financièrement, il vaut mieux que tu internalises. Ouais. Et donc après, l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre la demi-journée semaine et les 3 jours semaine, de définir la récurrence. Et après, le département DAF se construit naturellement. La relation de confiance entre le DAF de l'équipe et l'entrepreneur ou l'équipe fondatrice se crée naturellement. Et après, c'est parti. Il y a une roadmap, il y a des chantiers qui se mettent en place. Et c'est parti sans date de fin. Ouais. Même si, tu vois, on n'est pas comme des avocats et des experts comptables où on s'engage sur une durée d'1 an. Non, nous, tout est renouvelable tacitement tous les mois et tu peux partir à tout moment. En revanche, en général, à partir du moment où tout est mis en place et ça roule et que tu commences justement à avoir une vraie relation de confiance, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le métier de DAF à temps partagé, ou du moins comment on le voit avec Bénédicte, c'est que tu n'achètes pas un service, tu achètes certes la base d'un service, mais surtout une relation. Et du coup, on dit toujours dans la partie prospection commerciale, oui, c'est comme si tu allais recruter quelqu'un au final. Certes, c'est dû à temps partagé, il ne sera pas tous les jours avec toi, mais tu n'achètes pas un reporting. Tu achètes, certes, la base qui, pour nous, est le niveau, pas 0, mais allez, 0,5, mais tu achètes surtout la relation, le DAF. Donc, il va falloir que tu sois ouvert à te confier, à confier tes problématiques, à confier tes doutes, etc. C'est vraiment comme si tu accueillais quelqu'un dans ton équipe. Et donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où tout se met en place, que la relation de professionnel, la relation de confiance est là, après, c'est une affaire qui tourne. Après, ça continue. Et en général,
Le churn qu'on peut avoir, c'est au contraire, c'est les boîtes qui grandissent trop et qui, au bout d'un moment, en effet, ont besoin d'internaliser. Et dans ce cas-là, pas de sujet. Les équipes s'effacent tout doucement et c'est la suite naturelle. Sur les boîtes qui grossissent ou qui peuvent avoir des problématiques qui se développent d'un point de vue finance, est-ce que parfois vous renforcez l'équipe? Parce que je comprends que tu as cet aspect relationnel qui est important, donc il y a un interlocuteur privilégié qui est le DAF que vous affectez à un projet. Mais si soit ponctuellement, soit en fait, la boîte commence à faire face à des problématiques un peu comme ça a été le cas chez Live Mentor par exemple, vous avez cette méthodologie de venir dire on vient mettre un deuxième, alors pas forcément un deuxième DAF, mais une deuxième ressource, une deuxième personne. Bien sûr, on peut. Pareil, il n'y a rien de tout tracé ou de tout gravé dans le marbre. On peut faire les deux volets. Soit on vient renforcer côté Ecomine DAF avec un RAF, donc quelqu'un qui est un petit peu plus junior, mais qui va aider à fond sur la partie production de reporting. Soit au contraire, on recommande à la société de recruter quelqu'un. Voilà, je sais pas, quelqu'un même d'un peu junior, un alternant ou un RAF junior, et que le DAF côté Ecomine va venir chapeauter, faire monter en compétences pour peut-être à moyen terme venir prendre cette casquette de DAF pour qu'après les équipes d'Ecomine s'effacent tout doucement. Oui, très, très souvent. Ça peut aussi jouer sur la partie office management. Tu vois, alors nous, on ne fait pas d'office management, mais on peut très bien souvent dire aux dirigeants, en vrai, là, pour la partie collecte des factures, paiement fournisseur, etc., tu as besoin de quelqu'un en office. Donc là, pareil, on aide dans le recrutement, on forme, on chapeaute, etc. Ça peut aussi être sur la partie RH. Enfin, tu vois, c'est à peu près le même fonctionnement et le même ADN que moi, ce que j'ai réussi à mettre en place chez Live Mentor. On essaye de développer un peu tous ces pôles-là et en fonction de la temporalité, de la boîte, de son développement. Ouais. Je reprends un peu ce que tu disais au début sur l'anecdote avec ton père qui t'avait dit tu vas être le médecin de l'entreprise. Ça me fait penser à... je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu plusieurs fois que beaucoup disent que les experts comptables sont un peu les médecins généralistes de l'entreprise. Toi, qui voulait être le médecin, qui veut être le médecin de l'entreprise, c'était plutôt DAF. Et sans rentrer dans la polémique, c'est pas le but, mais c'est quoi ta vision là-dessus? Est-ce que c'est l'expert comptable qui doit être le médecin de l'entreprise? Est-ce que c'est le DAF? Et est-ce qu'en fait on s'en fiche? C'est pas la question. Mais en gros, quel est le rôle de chacun? Comment vous travaillez ensemble et qui doit faire quoi? Écoute, en termes de métaphore, si vraiment on devait un peu creuser, je suis d'accord pour dire que l'expert comptable doit jouer le rôle de médecin un peu généraliste des entreprises. Voilà. Sous réserve qu'il soit suffisamment présent, que si vraiment on veut rester dans la métaphore, que tu aies un rendez-vous suffisamment rapidement avec ton médecin, que tu n'attendes pas trop en salle d'attente, etc., etc. Je dirais plutôt que le DAF est à la rigueur le médecin urgentiste, ou tu vois, quelqu'un qui va vraiment être au cœur de l'urgence pour pouvoir tout de suite agir. Un médecin urgentiste, tout de suite, va te prendre, va t'opérer, va faire les diagnostics, etc. Alors que le médecin urgentiste va te prendre en consultation, t'envoyer à droite, à gauche, justement, t'envoyer chez un avocat, te demander de recruter un DAF, parce que ça peut arriver, etc., etc. Donc, tu vois, moi, je ferais bien cette métaphore-là. Après, clairement, en vrai, qu'importe la métaphore, les deux doivent bosser main dans la main au service et pour l'entrepreneur, clairement, même si en ce moment, il y a un peu une tendance de guéguerre entre experts comptables et DAF. Bref, ça va passer, mais voilà, c'est parce que les missions de conseil se développent, donc les experts comptables veulent aller un peu sur la partie DAF à temps partagé, et les DAF à temps partagé estiment que les experts comptables n'ont pas cette vision justement suffisamment business pour bien remplir cette mission-là. Qui a raison et tout, en vrai. Peu importe, à la fin, je veux dire, tant mieux, le service se développe et c'est pour le bien des entrepreneurs qui en ont besoin. Et à la fin, entre guillemets, la loi du marché fera son jeu, c'est-à-dire, de toute façon, c'est du service. Donc, c'est les gens qui apportent de la sérénité aux entrepreneurs qui gagneront
peu importe qu'il soit DAF, expert comptable ou Ouais, les deux. complètement. Ok. Tu communiques énormément sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de... tu fais des vidéos, tu publies sur LinkedIn. Alors, enfin, je parle de LinkedIn parce que je suis surtout sur LinkedIn. Il y en a peut-être d'autres sur lesquels tu communiques, tu vas nous dire. Mais donc, tu communiques beaucoup avec une communication parfois un peu décalée qui, j'imagine, a pour but de démystifier un peu le métier de DAF. Ma question, c'est pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton objectif derrière cette grosse communication autour de ton métier? Ouais. Alors, déjà, pareil, qu'on soit clair, objectif commercial, 0. Ok. Voilà, tout simplement. J'ai aucun objectif commercial caché, volontairement ou non, derrière ma communication sur les réseaux sociaux. Moi, mon objectif, c'est quoi? Alors déjà, c'est juste que ça m'éclate. Clairement, j'adore ça. J'adore partager, j'adore écrire, j'adore tourner, j'adore partager. C'est aussi, encore une fois, pas pour rien que je travaille chez Live Mentor, qui est une boîte de formation. J'ai toujours donné des cours à côté. La pédagogie, j'adore ça. Et d'ailleurs, si un jour je devais me reconvertir, je pense que je deviendrai prof. Voilà, tout simplement. Donc, j'adore transmettre. Ça, c'est clair que ça m'éclate. J'adore créer. Ça, je l'ai un peu découvert sur le tas. Créer du contenu, écrit ou vidéo, etc. C'est quelque chose que j'adore. Et aussi, en vrai, je me suis rendu compte que malgré tout, notre métier et même la finance au sens large, en vrai, on n'a pas encore une image extrêmement jeune, tu vois. On est encore un peu poussiéreux, très normé, très codifié. Dès que tu sors un peu du cadre, tout le monde te regarde un peu avec des gros yeux. Et en fait, moi, c'est ça ce que j'aime bien. C'est communiquer pour faire connaître mon métier. Parce que tout le monde parle de DAF, mais en vrai, personne ne comprend ce qu'on fait. Je trouve pas ça normal. Tu parles à des entrepreneurs, ils disent « Ah, c'est trop bien, t'es DAF et tout. » Ok, mais en vrai, tu fais quoi? Et personne ne sait rien. Tout le monde hésite ou se met à bégayer quand il faut décrire ce que fait qu'un DAF. Donc ça, moi, j'avoue, j'adore parler de ça sur les réseaux. Et de deux, j'adore transmettre, donc parler un peu de mon quotidien, essayer de démystifier certains concepts financiers qui en vrai sont là juste pour... je ne sais pas si c'est complexifier volontairement la chose ou pas, mais tu vois, pareil, j'entends parler d'entrepreneurs qui me disent le BFR, je comprends rien, etc. En vrai, il n'y a rien de plus simple qu'expliquer la notion de BFR. Il faut juste le dire avec des mots simples, pour des entrepreneurs qui comprennent. Et voilà, toute cette partie-là, moi, j'adore. Et après, le côté un peu décalé, je sais pas, c'est sans un peu le vouloir, mais oui, je trouve qu'on bénéficie pas toujours d'une image très jeune, un peu poussiéreuse. Donc ouais, parfois sortir un peu du cadre, ça fait du bien, ça apporte un peu d'authenticité. Et de plus en plus, de toute façon, on est en train de le faire. Et clairement, ouais, ça fait du bien, quoi. Et ça m'éclate, tout simplement. Trop bien. Alors justement, dans certains de tes contenus... t'évoques ou vous évoquez avec Ecomind les outils digitaux que vous aimez utiliser. Donc, je suis toujours très curieux de ces choses-là, puisqu'on est nous-mêmes éditeurs d'un SaaS de gestion de trésorerie. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi, les outils un peu typiques que tu aimes bien utiliser, avec lesquels tu es à l'aise et qui t'apportent de la valeur à toi en tant que DAF et aussi aux dirigeants avec lesquels tu bosses? Alors, si on te fait un peu toute la chaîne, du coup, j'ai le droit de citer des outils, des marques. Bien sûr, on est là pour ça. Alors, moi, j'aime beaucoup déjà fonctionner en mode binôme, banque classique, néobanque. Voilà. Banque classique, voilà, j'en citerai pas parce que, voilà, il en a plein beaucoup, ça va. Néobanque, petit faible quand même avec Conto. Voilà, qui je trouve est un produit assez sympa, facilement intégrable. Voilà, je trouve l'interface très bien faite. Donc ça, en général, j'aime bien. Outils compta, très adepte de Pennyline. Ça, voilà, très très adepte. Ils ont quand même bien réussi à casser le truc. Et Pennyline, on l'utilise chez Live Mentor, avec une compta 100% internalisée. Et les équipes d'Ecomind DAF l'utilisent quasi exclusivement avec la plupart des clients. Et c'est vrai qu'ils ont quand même bien cassé les codes sur la partie double vision, compta et gestion. C'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, après, tu rajoutes une surcouche sur la partie reporting.
Donc, tu vas avoir reporting orienté compta et reporting plutôt orienté trésor. Reporting orienté compta, il peut y avoir de l'Excel, du Power BI ou récemment beaucoup plus du Finthesis. Ouais. Voilà, on entend beaucoup parler. En complément de Pennyline, intégré à Pennyline. Exactement, sur la partie pure reporting orienté données compta, qui franchement intéressante, permet d'avoir un PNL connecté à ta compta. Donc si ta compta sur Pennyline est mise à jour, ton reporting orienté compta sur Finthesis l'est mis à jour aussi. Tu vois, nous typiquement chez Live Mentor, ça nous permet comme je le disais tout à l'heure, en gros, tous les mois, on fait des clôtures comptables à J+5 jours ouvrés. Okay. La compta est mise à jour à J+1. Donc J+1 au soir, Pennyline est à jour. J'ai mon reporting Finthesis, qui bien sûr n'est pas suffisant pour communiquer au fonds d'investissement, etc., parce qu'il demande beaucoup plus de finesse, des reporting ad hoc, etc. Mais moi, au moins, J+1 le soir, j'ai mon PNL avec mon EBITDA, ma renta. Ça me permet déjà d'avoir une big picture un peu de mon mois. Et ensuite, après, j'ai 4 jours pour faire des reportings plus détaillés, Excel et compagnie. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est un très bon outil. Et après, sur la partie pure orientée trésor, ça, comment ne pas citer Figure ? Non, mais c'est vrai, comment ne pas citer Figure, qui en effet te permet d'avoir des reportings de trésor bien connectés en fonction de tes différents comptes bancaires. Tu peux aussi faire de la scénarisation. Donc voilà, ça, j'avoue, je recommande aussi. Après, j'avoue, parfois, on fait aussi un peu d'Excel. Excel a encore y en a un peu la vie dure ou de beaux jours devant lui, je sais pas, mais c'est vrai qu'Excel est encore bien présent dans les départements financiers. Et voilà, c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, il existe plein d'autres outils et en fonction de chaque startup qu'on accompagne, il peut chacun avoir sa stack, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, tu vois, c'est un peu mélange de néobank, Pennyline, Finthesis, Figure. Je trouve le tout s'intègre quand même plutôt bien. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup. Ok, trop bien. J'ai envie de revenir juste sur un point sur Live Mentor, parce que tu m'as dit, et ça m'y a fait penser, on a internalisé à 100% notre compta. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix ? Tu as mentionné que toi-même, tu n'es pas expert comptable, donc ce n'est pas sur les différents pôles que tu as évoqués, compta, contrôle de gestion, RH, légal. La compta, ce n'était pas le sujet sur lequel tu étais entre guillemets, le plus technicien, même si évidemment tu as des notions assez fortes. Pourquoi tu as fait malgré tout ce choix de vouloir internaliser la compta ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette internalisation ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Et comment ça s'est passé en fait ? Parce que c'est quand même un gros sujet. Donc désolé, il y a pas mal de questions en une. Mais c'est un énorme sujet, on a beaucoup hésité. Tout comme l'internalisation des payes, tu vois, un peu son parallèle. Alors, moi, l'élément déclencheur, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai réussi à recruter notre ancienne chargée de dossier chez notre ancien expert comptable. Donc ça, clairement, ça a été l'élément déclencheur. Ah oui, ça m'a beaucoup rassuré. Si j'avais dû internaliser en recrutant quelqu'un de complètement externe au dossier, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si on l'aurait fait. Mais en tout cas, j'ai eu cette chance d'avoir la confiance de notre responsable comptable qui connaissait notre dossier depuis maintenant plusieurs années. Donc clairement, on a sauté sur l'occasion. Ça nous a permis de ne pas dépendre, il est vrai, d'un prestataire externe. Surtout nous, vu notre timing où tous les mois, on doit communiquer à J+5 et si on est en retard, c'est un peu ma responsabilité qui est en jeu. Et c'est vrai que quitte à choisir, je préfère que ma responsabilité dépende de quelqu'un de mon équipe, avec qui je suis au quotidien, que d'un prestataire externe qui, et c'est totalement normal, n'a pas que moi comme client. Donc, quand je lui dis il faut que mes chiffres soient prêts à J+5, oui, mais lui, il a 100, 150 autres clients. Et c'est à double tranchant aussi, parce que si la personne de ton équipe est malade ou qu'elle démissionne, toi, tu dépends à 100% d'elle, là où en fait, si tu dépends d'un cabinet extérieur, c'est sa responsabilité de trouver une solution aussi. Ah, complètement. Donc, c'est à double tranchant. Donc, à moi de faire en sorte que ma responsable comptable soit épanoui dans son travail, voilà. Mais oui, c'est bien sûr à double tranchant. Ça veut dire,
j'ai tout internalisé. Donc, en effet, si demain j'ai un trou dans la raquette dans mon équipe, ça peut être plus compliqué à gérer que par un prestataire. Ouais. Mais à l'inverse, aujourd'hui, j'ai gagné en efficacité, en rapidité, même en fiabilité. J'ai la main complète sur ma donnée comptable et je considère que ta donnée comptable, c'est un socle indispensable pour tout le reste de tes reporting. Et ouais, aujourd'hui, c'est vrai que je m'y retrouve. Et je touche du bois pour pas que ma responsable comptable parte. Hein, évidemment. Si elle nous écoute. Reste. C'est un chantier qui s'est étalé sur combien de temps à peu près? Bon, ça s'est fait vite. Hein. Ça s'est fait vite. Ça s'est fait en 2 mois, je dirais. 2-3 mois max, tu vois. On finalise le bilan avec notre ancien expert comptable. Je fais la proposition de recrutement, la personne arrive, on fait la transition, on met en place Penny Lane. Ouais, je te dirais en 2 mois. En 2 mois, ça s'est fait. Ouais. Et il y a un enjeu à le faire dans un timing précis, c'est-à-dire au moment de la clôture du bilan. C'est plus facile de le faire. C'est ça. Bah déjà, de base, avec un expert comptable, tu es engagé sur une durée d'1 an. Donc, en général, il vaut mieux le faire en début d'année fiscale. Si tu termines au 31 décembre, tu internalises au 1er janvier. Et du coup, toi, ça te permet d'avoir un temps, on va dire, un double chantier où tu internalises au 1er janvier et en parallèle, parce qu'au 1er janvier, tu n'as jamais ton bilan du 31 décembre, hein, et en parallèle, tu termines avec ton ancien expert comptable, du coup, ton bilan d'année N-1. Ok, ça marche. Ouais, j'étais curieux de poser cette question parce que c'est vrai que il y a vraiment 2 schémas que moi j'ai l'habitude de voir, plutôt chez les TPE, une compta qui est externalisée à peu près 100%. Chez les PME, en tout cas les PME un peu structurées, on va dire 100-200 personnes, une compta qui en général commence à être internalisée mais l'est pas toujours. Et du coup, je suis toujours curieux de comprendre qu'est-ce qui déclenche cette envie de venir internaliser. Et je pense que tu as très bien répondu, hein. C'est une volonté, un besoin de maîtriser ce process qui devient de plus en plus clé en interne. Complètement. Puis même juste monter en compétences, tu vois, continuer de s'épanouir. Je dis pas que c'était le choix le plus rationnel, le choix le plus serein. C'est sûr que si je voulais la sérénité, je continue à tout externaliser, je me repose sur des prestataires. Si à la moindre bourde, je dis c'est pas moi, c'est l'expert comptable. Voilà. Mais je sais pas, à l'époque, je voulais continuer de m'éclater, de monter en compétences. J'ai dit, allez, go, on internalise tout, on fait tout nous-mêmes. Et tu regrettes pas. Et s'il y a des bourdes, j'assumerai. Ça va, pareil, je touche du bois, il n'y en a pas eu, ou il n'y en a pas eu trop en tout cas. Et non, je regrette pas. Je regrette pas. Trop bien. Dernière question, t'es encore jeune, t'as 36 ans, t'as dit? Ouais, 36 bientôt ans. 37. Bientôt 37, c'est vrai. C'est ça. T'es DAF d'une belle scale-up, t'as monté ton cabinet. Qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter pour ta carrière qui, j'espère, sera encore longue? Écoute, bonne question. Tu vois, il y a souvent le parallèle que j'entends, c'est qu'est-ce que tu feras après DAF? Souvent, j'entends des DAF qui disent ok, moi après DAF, je sais pas, je deviendrai DG, CEO, etc. Ouais. Je peux pas dire que ce soit une finalité de mon côté en soi. Alors la casquette entrepreneur, j'avoue, j'aime bien. T'es déjà un peu DG en soi chez Ecomind. Un petit peu, je me considère plutôt comme entrepreneur. Mais en vrai, j'aime trop juste mon job de DAF. Et je trouve que certes, si je reste DAF, il n'y a pas de nouvelle étiquette, je resterai DAF. Ouais, mais il y a 1000 réalités derrière. Il y a 1000 réalités, il y a 1000 business différents. Le métier évolue tellement que tu es de moins en moins dans de la production, mais de plus en plus dans du conseil, dans de l'accompagnement. En vrai, je pense que je m'éclaterai toute ma carrière en tant que DAF. J'aspire pas à être DG d'une grosse structure, etc. Avoir des projets entrepreneuriaux, oui. Mais garder cette casquette de DAF, aujourd'hui, franchement, c'est ce que je me souhaite. Et continuer à faire beaucoup de pédagogie, formation. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Tu vois, moi, dans un monde idéal, il y a 3 volets que je ne veux jamais quitter. Il y a le volet financier, donc ma casquette des DAF, le volet entrepreneurial,
Donc, avoir des petits projets, monter 2-3 structures, etc. J'adore, je m'éclate. Et le volet formation. Donc, pareil, continuer de transmettre, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux, que ce soit par l'intermédiaire de cours en présentiel, en distanciel. Tout ça, c'est quelque chose que j'adore et que j'aimerais continuer. Voilà. Trop bien et totalement cohérent avec tout ton parcours. DAF, Live Mentor, ton projet entrepreneurial, tu as créé les conditions d'un écosystème où vraiment tu t'épanouis, ça se sent et du coup on sent que tu vas continuer à t'éclater encore très longtemps dans tout ça, c'est clair. J'espère en tout cas. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup Mehdi, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi. J'étais ravi de pouvoir rentrer dans toutes ces problématiques. Merci de t'être livré sans bullshit. C'est la promesse du podcast. Et on a pu évoquer plein de sujets, rentrer dans le concret, rentrer dans des sujets qui peuvent être perçus comme un peu tabous. On a évoqué les sujets de salaire, par exemple. Donc, un grand merci à toi pour ta transparence. Merci aussi pour le temps que tu m'as accordé. C'est normal, j'espère que le contenu, mais j'en doute pas, plaira à ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Et en effet, c'était franchement avec un grand plaisir d'avoir été à ton micro. Donc, très honoré. Merci Mehdi, à bientôt.